Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire une vidéo sur le métier de thérapeute et plus particulièrement vous montrer les attentes qu'on peut avoir quand on sort de formation versus la réalité du terrain. Et parfois, il peut y avoir un gros décalage entre les deux. Quand on sort de formation avec notre petit diplôme en poche, on se dit ça y est, on va pouvoir enfin passer aux choses sérieuses et aider plein de personnes à changer de vie. On est animé par cette fougue du débutant, cette énergie un peu naïve mais qui est très belle, cette envie d'avoir un impact dans la vie des autres. On se voit déjà dans un joli cabinet avec des clients reconnaissants qui ressortent apaisés, qui se disent waouh, c'était incroyable. Et après nos 30 jours de formation en moyenne, on se dit qu'on est prêt, qu'on a plein de connaissances, plein d'outils et de techniques, qu'on va faire la différence. On a cette flamme, cette envie sincère d'aider, d'accompagner et d'apporter quelque chose de plus profond, de fort aux autres. Sauf que la réalité du terrain, elle a décidé de nous mettre plein de petites gifles sur le parcours. Et très vite, on découvre que c'est un peu plus complexe que prévu. Déjà, je pense que la première gifle qu'on se prend, c'est que c'est pas aussi simple de remplir un cabinet. On a beau avoir très envie d'aider les autres, pour pouvoir les aider, il faut qu'ils viennent nous voir en consultation. Et ça peut prendre du temps. Parce que même si on connaît pas mal de monde, qu'on a un petit réseau et qu'on annonce autour de nous que ça y est, on a ouvert notre cabinet, il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'ils sont intéressés, mais parfois ils vont venir nous voir quelques semaines, voire quelques mois plus tard. Il faut que ça fasse son chemin dans leur tête. On a cette idée bien souvent que le bouche à oreille va suffire. La réalité, c'est que le bouche à oreille met généralement beaucoup de temps avant de se mettre en place. Et c'est souvent pas suffisant pour remplir notre cabinet les premiers mois de notre installation en tout cas. C'est pour ça que la deuxième gifle qu'on se prend assez rapidement, c'est que avant d'être thérapeute, il va falloir faire du marketing, de la communication et du démarchage. Si on veut aider les gens, recevoir des personnes en consultation, on peut pas vraiment y échapper. Surtout à notre époque où il y a énormément de thérapeutes à la ronde, le nombre de praticiens il a considérablement évolué ces 10 dernières années. À titre d'exemple, moi j'ai ouvert mon cabinet en 2015 sur Saint-Étienne, donc Saint-Étienne c'est quand même une grande ville, et on était 5-6 praticiens je dirais être vraiment installés, donc c'est rien du tout. Aujourd'hui je sais pas combien on est, mais il y a des dizaines de praticiens et c'est sans parler des villes avoisinantes qui ont aussi maintenant des praticiens. Donc si je prends juste un petit rayon de 15-20 km, franchement je pense qu'on doit pas être loin d'une centaine de praticiens. Si on inclut en plus tous les sophrologues, les coachs, les praticiens en Reiki, etc., qui se sont énormément développés aussi en parallèle et qui sont sur le même marché que nous. Sauf que toute cette partie marketing, communication, la plupart des personnes qui sortent de formation, ils n'ont pas du tout de connaissances à ce niveau-là et ils savent pas comment s'y prendre ou par quel bout commencer. Et là aussi, la communication, le marketing, c'est quelque chose qui prend du temps. Déjà, ça demande de se former, de comprendre comment ça fonctionne et c'est une stratégie à long terme. Il s'agit pas juste de communiquer intensément pendant 2-3 mois et puis plus rien après. Ou alors faire ça qu'une fois de temps en temps. Si on veut une activité qui soit pérenne, ça demande de la régularité, d'avoir une discipline et une stratégie aussi. Et c'est vraiment pour moi la partie indissociable de l'activité de thérapeute à laquelle on n'est pas toujours prêt. Et je pense vraiment que les premiers mois d'activité, il faudrait passer peut-être bien 80% du temps à communiquer et à faire du marketing. Et les 20 autres pourcents, c'est là qu'on va vraiment faire le métier de thérapeute. Et puis petit à petit, ce ratio, il va évoluer, il va bouger. L'idée, ce serait déjà que ça arrive à du 50-50, puis que ça devienne du 40-60, etc. Mais je pense qu'il faut jamais chercher à éliminer la partie marketing. Je pense qu'il faut garder au minimum 30% de communication. Encore une fois, c'est vraiment indissociable pour moi. Et ne pas ou ne plus faire de communication, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Il y a tellement de thérapeutes aujourd'hui que c'est difficile de se démarquer et de faire sa place. Même des thérapeutes qui étaient bien installés depuis plusieurs années avec un bon bouche à oreille, ils ont vu leur activité diminuer parce que le marché est devenu quand même très saturé à ce niveau-là. Même si les gens ils sont de plus en plus ouverts à l'hypnose et à la thérapie en général, je pense qu'il y a beaucoup plus d'offres que de demandes sur le marché. Donc forcément, ça devient difficile pour beaucoup. Donc ça aussi, beaucoup de personnes qui choisissent l'hypnose comme métier de reconversion parce qu'ils pensent que ça va être facile de gagner rapidement sa vie avec ça et qu'en 2-3 mois, ils auront un cabinet rentable, c'était peut-être vrai à une autre époque, mais avec tout ce que je viens de dire, je pense que c'est devenu vraiment compliqué. C'est pas impossible, si vous avez notamment des connaissances en marketing ou en publicité, ou Google ou Facebook, mais sinon, ça me paraît quand même très compliqué. Et c'est pareil, juste avoir un site internet, une page Facebook et être sur les annuaires thérapeutes et une page Google, même si vous avez quelques avis, c'est pas toujours suffisant. Alors les avis Google c'est quand même important, mais on en revient toujours au même problème, c'est que pour avoir des avis Google, il faut avoir des clients, et pour avoir des clients, il faut communiquer. Ensuite, une autre gifle qu'on se prend en pleine tête, c'est qu'étrangement les consultations, c'est pas tout à fait pareil que quand on s'entraînait avec d'autres stagiaires en formation. En formation, c'était presque facile. On jouait être le thérapeute, l'autre il jouait être le client,
tout le monde connaissait les règles du jeu, on était bienveillants entre nous, on savait à peu près ce que l'autre attendait, et surtout on était tous déjà convaincus que l'hypnose c'était génial. Mais là on ouvre notre cabinet et on découvre un tout autre public, on découvre que mener une anamnèse, juste essayer de fixer un objectif, en fait c'est pas si simple, parce que les personnes dans la vraie vie, elles n'arrivent pas en disant « Bonjour, je voudrais apprendre à ne plus avoir peur et à développer des compétences qui me permettront d'être plus à l'aise avec l'angoisse », non, elles arrivent et elles vous disent « Je suis angoissée et j'aimerais que vous me les fassiez disparaître ». Tout ce qu'ils veulent, c'est juste ne plus se sentir mal, mais ils n'ont pas forcément conscience de ce que ça implique et que pour pouvoir se sentir mieux, il faut bien souvent déjà commencer par accepter de se sentir mal, ou en tout cas que tout ça, c'est un processus. Bref, on est bien loin en tout cas d'un objectif clair et mesurable. Et parfois, on a juste des personnes qui parlent sans s'arrêter pendant plus de 40 minutes, qui nous racontent toute leur histoire dans les moindres détails, qui font des coqs à l'âne, et des fois on n'arrive même pas à comprendre ce que veut la personne. Et c'est là qu'on réalise que poser un cadre, co-construire une demande, orienter la personne sans imposer, c'est tout un art. Et c'est un truc qu'on n'a pas vraiment appris en formation, parce qu'en formation, les stagiaires collaboraient, ils étaient polis, ils nous laissaient faire notre petit questionnement. Dans la vraie vie, certaines personnes, elles tournent en boucle, elles n'osent pas encore se dévoiler, dire la vraie raison pour laquelle elles sont là, ou alors elles nous regardent comme si on devait deviner pour elles, ou elles viennent pour nous tester. Et ça, c'est sans parler de la partie hypnose. Il y a tout d'abord toutes ces idées erronées que les gens peuvent avoir sur l'hypnose, qu'il faut parfois un peu démystifier, mais surtout, c'est là qu'on réalise que, en fait, c'est pas toujours aussi simple d'hypnotiser quelqu'un. En formation, on faisait nos petites inductions de relaxation, 5 minutes chrono, une voix douce, les paupières lourdes, et hop, ça partait tout seul. On avait l'impression d'être de vrais magiciens. Mais là, en vrai, face à un vrai client, c'est tout autre chose. Parfois, les clients, ils comprennent pas des instructions simples comme garder les yeux fermés, ou alors ils vont soupirer, vous aurez l'impression de les saouler, ou alors ils vont faire que bouger, ou alors on a l'impression qu'ils se sont endormis. Et nous, on est là, on essaye de réciter notre induction de base parce que c'est ce qu'on nous a enseigné, et il se passe rien. Il n'y a aucun signe d'état d'hypnose, et là on se rend compte qu'induire un état hypnotique, c'est facile en théorie, mais en pratique, c'est pas la même chose. Il s'agit pas de faire juste 5 minutes de relaxation, une petite métaphore sur la plage. On découvre que c'est du cas par cas, qu'il y a des personnes avec qui ça va aller très vite, quelques secondes, quelques minutes, et puis avec d'autres, on rame. Et parfois, il faut plusieurs séances avec eux juste pour réussir à induire un état d'hypnose. Et ça, c'est la grande majorité des personnes. Bref, on réalise en fait qu'on ne sait pas vraiment hypnotiser, ce qui est quand même un comble pour des praticiens en hypnose. Ça aussi, je pense que c'est vraiment une grosse claque qu'on se prend assez rapidement. Et en plus, ça s'applique pas juste aux inductions, on découvre que même si on connaît plein de protocoles, qu'on a appris des outils puissants, qu'on sait poser des fusibles ou des ancrages, c'est pas toujours simple de les appliquer. Parce que dans la vraie vie, les clients, ils suivent pas le plan, ils connaissent pas, eux, les étapes clés des protocoles. Par exemple, on veut travailler sur une peur spécifique, mais ils nous embarquent sur leur divorce, leur boulot, leur belle-mère, leur enfance, et ça devient juste le gros bordel, alors que nous, on avait notre super protocole de prêt. Et surtout, on se rend compte que même quand on arrive à dérouler notre super protocole, même quand on fait un super recadrage en 6 points, bien rythmé, bien calibré, tout ça, parfois il se passe rien. Il n'y a pas de changement par la suite pour la personne. On comprend alors un truc fondamental, les protocoles ils sont utiles, mais ils suffisent pas toujours. Bref, en gros, dans la vraie vie, les séances elles sont souvent moins linéaires, beaucoup plus floues, plus brouillons que ce qu'on a appris en formation, et ça c'est totalement normal, c'est juste qu'on n'y est pas toujours préparé. Et dans la continuité de ça, on pense bien souvent qu'en une seule séance, on va pouvoir aider la personne parce qu'on nous l'a vendu comme ça, parce qu'on a vu en formation des démonstrations où en même pas 45 minutes, la phobie d'un stagiaire disparaît ou une croyance s'effondre. Alors nous aussi, on se dit qu'on va pouvoir réussir à faire pareil avec nos clients. Et parfois, oui, ça arrive. Une seule séance, elle peut déjà suffire à faire bouger des choses, amener des prises de conscience ou apaiser une souffrance. Mais dans la grande majorité des cas, le changement, ça prend du temps. Et surtout, ce changement durable, il ne dépend pas que de l'outil ou du client, il dépend aussi de nous, thérapeutes, de notre capacité à avoir une vraie stratégie thérapeutique, à accompagner un processus sur plusieurs séances, à garder le cap même quand le client doute, qu'il résiste ou qu'il tourne en boucle. Et là, on se rend compte qu'on ne nous a pas vraiment non plus à faire ça. En formation, on entend souvent « faites-vous confiance » ou « faites confiance à votre inconscient ». Alors ok, c'est bien mignon tout ça, mais comment on peut se faire confiance quand on n'a pas vraiment appris à construire une stratégie? Quand on ne sait pas trop quoi faire si la personne revient et dit que rien n'a changé? Quand on ne sait pas comment enchaîner les séances, comment mesurer les progrès, comment adapter notre posture au fil du temps? En fait, on a appris des outils, mais la réalité, c'est qu'on ne nous a pas vraiment appris à faire des accompagnements, c'est-à-dire faire un suivi sur plusieurs séances et articuler tout ça pour faire quelque chose de cohérent. Bien souvent, on réalise que non seulement on ne sait pas très bien hypnotiser, mais en plus, on ne sait pas très bien faire de la thérapie. Ça aussi, c'est une bonne grosse claque dans la figure qui est pas très agréable.
Autre petite gifle aussi, c'est que quand on débute, on se dit souvent que si la séance se passe bien, les gens ils vont naturellement revenir. On pense que si on fait du bon boulot, si on est à l'écoute, si la personne se sent bien, alors elle reprendra rendez-vous d'elle-même. Mais dans la réalité, c'est pas toujours ce qui se passe. Heureusement, il y en a quelques-uns qui reviennent assez facilement, sans qu'on ait même besoin d'en parler. Mais en grande partie, on est quand même beaucoup plus face à des gens qui nous disent à la fin de la séance « Merci beaucoup, je vous tiens au courant si j'ai besoin de vous revoir ». Et bien souvent, ceux-là, on les revoit pas. Et puis, il y a ceux qui reviennent, mais au bout de 6 mois, donc il n'y a pas vraiment de continuité. Et là, on comprend qu'engager un client sur plusieurs séances, ça s'apprend et c'est pas toujours simple. C'est pas tant un problème de qualité de notre travail, c'est pas parce que la personne ne revient pas qu'on est nul ou inefficace, c'est juste qu'on nous a pas appris à construire un accompagnement, à poser un cadre clair et à parler dès le départ d'un travail en plusieurs étapes. Bon, après, il y a certainement aussi des thérapeutes incompétents, et si leurs clients ne reviennent pas, c'est peut-être aussi parce que leurs clients se sont pas sentis à l'aise, compris ou écoutés. Mais le fait de faire un suivi sur plusieurs séances, c'est pas juste une question financière, même si évidemment bien vivre de notre métier, c'est important aussi, mais c'est avant tout une question d'efficacité thérapeutique. Parce que pour aider quelqu'un à sortir d'un schéma qui est ancré depuis 10 ou 20 ans, à changer durablement sa façon de penser, d'agir ou de voir les choses, une seule séance, c'est rarement suffisant. Parce qu'au fond, le but, c'est pas juste que les gens reviennent. Le but, c'est qu'ils reviennent pour avancer, pour évoluer, pour effectuer des changements durables. C'est pour répondre à leurs demandes, en fait. Ils viennent nous voir parce qu'ils ont telle problématique, et nous, pour pouvoir les aider véritablement, on a besoin de temps. On n'est pas des magiciens. Comme des coachs sportifs, on ne peut pas s'attendre à ce que dès la première séance, la personne ait déjà perdu du poids, par exemple. C'est un processus. C'est pareil pour nous. Donc oui, il faut apprendre à engager le client, si on n'a pas envie, en tout cas, de faire juste des séances pansement. Un peu dans la même idée, une autre désillusion à laquelle on va être confronté, c'est cette idée que les gens ils vont être super motivés, prêts à appliquer tous les outils qu'on leur propose. Et là, on réalise que la motivation, c'est pas juste un bouton sur lequel il suffit d'appuyer. C'est pas parce qu'une personne dit qu'elle veut changer qu'elle va s'y engager. C'est pas parce que l'exercice est simple et puissant qu'elle va le faire. Et c'est là qu'on entre dans le cœur du métier. C'est pas seulement faire des super protocoles, c'est les aider à s'engager dans le changement, même et surtout quand c'est inconfortable. Parce que bien souvent, les personnes viennent avec de la souffrance, mais aussi avec des résistances, des automatismes, de la fatigue, des doutes. Et leur demander de faire un exercice, c'est comme leur demander de gravir une montagne alors qu'ils sont encore en tongs et avec un sac de 40 kg sur le dos. Alors non, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est pas qu'ils nous écoutent pas, c'est juste que le passage à l'action, ça se prépare et c'est quelque chose qu'on doit soutenir en tant que thérapeute. Et ce que malheureusement beaucoup de thérapeutes ont tendance à faire, c'est de dire « ouais, mais s'il fait pas ce que je lui propose, c'est qu'il est pas assez motivé. » Ou alors « s'il fait pas sa part, moi je peux rien y faire. » Mais c'est un raccourci dangereux de dire ça, parce que ça met la responsabilité du changement uniquement sur le client. Alors certes, on ne peut pas faire les choses à la place des clients, on ne peut pas forcer un changement. C'est clair, la montagne, ils vont devoir la gravir eux-mêmes, mais c'est à nous de les préparer au mieux, de marcher à leur côté, de les aider à choisir le bon chemin pour eux en tout cas, de les encourager quand ils ralentissent, de les soutenir quand ils glissent. Parfois, c'est à nous de redonner du sens au sommet, de raviver la flamme, de leur rappeler pourquoi ils ont commencé à grimper. Parfois, c'est à nous de réduire l'effort, de découper l'ascension en micro-pas, de leur montrer que c'est possible, même tout doucement. Et parfois, il faut même qu'on les prenne par la main, un moment, le temps qu'ils retrouvent leur force. On n'est pas là pour dire quoi faire, ni pour porter leur sac, on est là pour marcher avec eux, pour les soutenir, pour être une boussole quand ils se sentent perdus, et pour tenir la lampe quand il fait sombre. Et il suffit pas de connaître juste des techniques, il faut aussi travailler notre posture, notre présence, notre capacité à rester avec. Et c'est souvent là que se joue le vrai changement. Et donc la plupart du temps, ils vont pas vraiment vouloir faire les tâches ou les exercices qu'on leur propose. Mais c'est là que notre rôle prend tout son sens. Une autre gifle qu'on peut se prendre, c'est plus par rapport au fait d'être à son compte. Surtout si on l'a jamais été, on peut se dire « ça va être génial, je vais faire mes horaires, j'ai pas de boss au-dessus de moi, donc je peux faire ce que je veux ». Mais en réalité, être à son compte, c'est pas toujours simple. Honnêtement, il y a eu des semaines où je bossais bien plus que 35 heures. Parce que, par exemple, au-delà des séances, je continue de lire ou de me former en thérapie, mais j'ai aussi mis et je mets encore beaucoup d'énergie et de temps pour développer l'aspect marketing et communication, avec notamment les vidéos. Et ça, ça prend énormément de temps pour trouver les idées, écrire les vidéos, les tourner, les monter, les promouvoir. Je m'intéresse et je me forme aussi un minimum en marketing. Bref, je pense qu'en moyenne, au tout début, j'étais beaucoup plus proche des 50 heures de boulot par semaine. Sachant que moi, je fais pas trop de différence en plus dans les jours. Parfois je travaille les week-ends, alors
pas pour les consultations, mais pour tout le reste. Parfois, je travaille aussi les soirs sur mon ordi. Et encore, j'ai pas mal ralenti depuis que je suis devenue maman. Je suis beaucoup plus fatiguée, j'ai surtout beaucoup moins de temps de travail. Et d'ailleurs, on se dit, c'est super, je vais gérer mon planning comme je veux, bosser quand je veux, prendre des pauses quand ça me chante. Mais en réalité, on bosse quand les clients ils sont dispo. C'est-à-dire souvent le soir, le mercredi après-midi ou le samedi. Et d'ailleurs, ça peut déboucher sur un autre problème qui est la difficulté à poser des limites parfois. Parce qu'on veut bien faire, du coup on se retrouve à répondre à des messages à 21 h, à accepter une séance entre midi et 2, à ouvrir un samedi matin ou à fermer plus tard alors que ça nous arrange pas du tout. Ou on se retrouve avec un agenda qui a plein de trous et ça, à la longue, ça peut être épuisant. En étant à notre compte, ce qu'il faut aussi quand même préciser, c'est qu'il n'y a pas de congé payé. Donc il faut l'anticiper et anticiper les périodes creuses. Personnellement, j'ai jamais pris plus de 2 semaines de vacances à la suite. En moyenne, on est plutôt sur une semaine. Bon, par contre, je peux me prendre plus facilement des journées par-ci par-là pour rester chez moi ou me faire des week-ends prolongés. Mais forcément, être à son compte, c'est être prêt à accepter cette instabilité financière. Il y a clairement des mois où on va gagner plus que d'autres. En lien avec ça, une des problématiques qui est très fréquente, c'est du coup qu'on peut avoir du mal à décrocher du boulot. Parce qu'il faut toujours essayer de réfléchir à quelle stratégie de com on va utiliser, préparer la rentrée, continuer de répondre aux mails ou au téléphone pour fixer des rendez-vous, ou juste réfléchir à des consultations qu'on a eues, essayer de voir sur quel point on peut s'améliorer, continuer de se former. Bref, c'est assez difficile de couper quand tout repose sur nous. Et toujours en lien avec ça, je l'ai déjà un petit peu dit tout au long de la vidéo, mais être à son compte, c'est pas juste faire de la thérapie, on a plusieurs casquettes. Il faut répondre aux mails, au téléphone, gérer les rendez-vous, créer son site internet, communiquer sur les réseaux, faire sa compta, réfléchir à des offres. Et au début, on essaie de tout faire nous-mêmes alors qu'on n'a pas forcément les compétences, ou alors on peut déléguer certaines tâches, mais ça demande un investissement financier qu'on n'a pas forcément quand on débute, parce qu'on l'a pas forcément budgétisé quand on a fait notre business plan. Donc ouais, ça fait beaucoup de choses qu'on porte sur nos épaules. Et un autre gros point dont on parle rarement, mais qui frappe vite quand on se lance à son compte, c'est la solitude du cabinet. Parce que même si on bosse dans un petit centre paramédical, même si on croise de temps en temps une ostéo dans le couloir ou qu'on échange 3 mois avec une naturopathe à la machine à café, le métier il reste quand même très solitaire. Et on n'a pas toujours la possibilité de débriefer d'un cas difficile qu'on aurait eu, sauf si vous êtes dans un regroupement de plusieurs hypnos. Là, ça peut être peut-être un peu plus intéressant. Mais globalement, on rentre chez nous avec nos doutes sous le bras, avec parfois une impression de vide, de trop-plein, de lassitude, et peut-être même un peu tout ça en même temps. D'où l'importance de la supervision, qui se développe de plus en plus, heureusement. Quand j'ai commencé, ça n'existait pas du tout, donc on était vraiment lâchés dans la nature après la formation, et il fallait qu'on apprenne à se débrouiller seul. Et ça, je sais que c'était vraiment pas simple. Ce qui peut aider, c'est de rencontrer d'autres praticiens dans votre région et de vous voir assez régulièrement pour pouvoir parler du métier entre vous. Bon, après, il faut évidemment que le feeling passe bien entre vous, hein. Enfin bref, être à son compte, il y a plein d'avantages, mais il y a aussi de gros inconvénients. On ne nous prépare pas au fait que ce métier, aussi passionnant soit-il, il demande une sacrée capacité à se réguler soi-même quand même. Il faut apprendre à avoir une discipline, à gérer les moments creux, les annulations de dernière minute, les périodes sans rendez-vous, à gérer le stress, à pas trop s'identifier à ses réussites ni à ses échecs. C'est quand même assez particulier et je pense vraiment pas qu'être à son compte, c'est quelque chose qui convienne à tout le monde. Mais c'est ok. Bon, mais là j'ai parlé de toutes ces gifles un peu désagréables qu'on peut se prendre, mais heureusement il y en a aussi des très belles qui sont même mieux que ce qu'on avait imaginé. Par exemple, à chaque fois qu'un client nous remercie de l'avoir aidé, qu'on voit son évolution, qu'il ressort un peu plus léger ou avec un sourire qu'il n'avait pas avant, c'est assez indescriptible comme sensation, c'est hyper gratifiant. Il y a aussi tous ces moments touchants, ces moments de vulnérabilité, ces moments où on se sent vraiment connecté à l'autre. On nous avait pas forcément prévenu que ça pouvait être aussi beau et que ça allait nous toucher autant que ça pouvait toucher notre client. D'ailleurs, on n'était pas forcément préparé au fait que ça allait nous faire énormément évoluer de recevoir des clients. On pensait juste qu'on allait donner à l'autre, mais on reçoit tout autant en retour. Avec des prises de conscience, des façons de voir le monde qu'on n'aurait jamais imaginées. On se rend compte que chaque client nous enseigne quelque chose sur lui, sur la vie ou sur nous-mêmes. Ce métier il nous pousse à travailler sur nous, à évoluer, à affronter nos propres difficultés, nos propres résistances, à assumer notre place, notre personnalité et qui on est vraiment. Et on se transforme forcément un peu en même temps qu'on accompagne l'autre dans le changement. Et il y a aussi la souplesse au niveau de notre emploi du temps qui peut être vraiment génial. Alors ok, notre agenda il n'est pas toujours rempli comme on voudrait parfois, mais on peut aller se balader un mardi matin, éviter les heures de pointe, bloquer une journée pour se faire plaisir. Et cette souplesse-là, cette liberté-là, elle en vaut quand même la peine. Et ce métier, il peut aussi permettre de faire plein de choses qu'on n'aurait pas forcément pensé faire auparavant. On découvre qu'on peut aussi proposer des ateliers en groupe, faire des cabinets publics, des spectacles, des conférences, créer des accompagnements, des vidéos, des podcasts, des programmes en ligne. En réalité, il n'y a pas qu'une seule façon de faire notre métier. On n'est pas obligé de faire seulement des séances en cabinet. On peut aussi le modeler à notre image. Et je pense que c'est important de prendre conscience de tous ces aspects positifs qu'il peut y avoir à faire ce métier.
Donc voilà pour cette vidéo, ça fait déjà pas mal de points, je suis sûre qu'il y en aurait plein d'autres. D'ailleurs, si vous aussi vous avez eu d'autres désillusions ou d'autres belles surprises après avoir ouvert votre cabinet que j'ai pas abordé dans cette vidéo, dites-le moi dans les commentaires, ça peut être intéressant. Je pense en tout cas que vous devriez vous reconnaître dans la plupart des points que j'ai évoqués. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plutôt normal et c'est que surtout vous n'êtes pas seul à ressentir tout ça. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme à chaque fois, si c'est le cas, pensez bien à la liker, à la commenter, à la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.